Je sais pas, avant de commencer, j'aurais voulu savoir si vous étiez là la dernière fois. Parce que si vous étiez pas là, il va falloir que je recommence tout. Vous étiez là. Mais c'est-à-dire que je vois pas beaucoup de gens avec des cernes sous les yeux, parce que normalement vous auriez dû ne pas dormir depuis la dernière fois. D'ailleurs, on a très récemment annoncé l'apparition d'un nouvel astéroïde qui risque de frôler la Terre en 2039, je crois. Et on n'est pas tout à fait sûr qu'il la rate. Mais enfin, on a encore le temps de faire les calculs d'ici là. Alors, donc on attaque la deuxième partie. Et comment détecter les exoplanètes? Voilà, moi je vous montre encore ça parce que j'aime bien. Il pleut des planètes. Et donc... Ah, je vous ai parlé de mon livre. Alors, je me suis dit, au fond, c'est ridicule de parler d'un livre sans le montrer. Donc voilà, c'est l'édition poche de Il pleut des planètes, dans lequel vous trouverez à peu près tout ce que je raconte, et même plein d'autres choses. J'essaye tout le temps de transposer pour faire comprendre les phénomènes physiques, et il y en a un autre, comme vous le voyez là, qui s'appelle « Sommes-nous seuls dans l'univers ?», qui est une discussion plus sur la vie extraterrestre, de la présence d'autres civilisations, et ça va être le sujet plutôt de la semaine prochaine. Alors la dernière fois, on m'a reproché de ne pas avoir montré un plan de l'exposé, et donc que vous étiez un petit peu perdu, parce que je vous ai d'abord amené dans un champ de tournesol, et à partir de ce champ de tournesol, vous ne saviez plus trop où je voulais aller. Alors cette fois-ci, je vais d'abord vous rappeler 2-3 choses de la dernière fois. On va regarder un peu ce que sont les nombres astronomiques, parce qu'ils sont assez grands et difficiles à gérer. Et puis, comment détecter les différentes exoplanètes. Il y a des méthodes différentes que je vous présenterai. Donc, les rappels, c'est que d'abord, je vous avais posé une question la dernière fois. Je ne sais pas s'il y en a qui ont réfléchi. Mais en tout cas, je ne vous donnerai pas la réponse cette fois-ci. L'autre chose, c'est que nous sommes sur une planète formidable, la Terre, ça vous le saviez. Et le dernier point que je tiens vraiment à remontrer, parce que c'est le moyen de réaliser toujours la difficulté, et éventuellement pour ceux qui n'étaient pas là, c'est de montrer en vraie grandeur ce qu'est le système solaire. Alors rapidement, si je ramène le Soleil à la taille d'une orange, qui est là, vous voyez, la Terre et la Lune sont deux petites épingles, têtes d'épingle, pardon, qui sont là. Et vraiment à cette échelle, je suis obligé de venir jusqu'ici pour vous montrer le système Terre-Lune, qui est à peu près écarté de cette distance-là, la Lune tournant autour de la Terre, pendant que la Terre tourne en un an autour de l'orange, la Lune, elle, tourne tous les mois autour de la Terre. D'ailleurs, regardez une chose, pour vous réaliser à quel point le Soleil est une chose énorme, si je mettais la Terre au centre du Soleil, au centre de l'orange, la Lune serait en orbite, encore à mi-chemin de la surface du Soleil. Vous voyez combien le Soleil est quelque chose de gigantesque. Alors, avant de quitter le système solaire, je vous montre Jupiter, la plus grosse planète, et cette planète-là, il faut que je la place tout au fond de la salle. Elle tourne en une dizaine d'années autour de l'orange. Quelques autres planètes, donc un système planétaire comme notre système solaire, c'est finalement essentiellement une orange, quelques têtes d'épingle, quelques billes, mais pas grand-chose, sur une centaine de mètres. Et à cette échelle, donc c'est l'introduction, pour se poser la question comment on va aller voir des planètes autour d'autres étoiles, à cette échelle-là de l'orange, la première étoile qu'on va rencontrer se trouve être à 1300 km d'ici. Et si jamais il y a des planètes autour de cette étoile, on va devoir détecter des petites têtes d'épingle ou des petites billes qui tournent autour d'une étoile à 1300 km d'ici. Vous voyez, l'effort pour faire ça est absolument gigantesque et il n'est pas du tout évident qu'on réussisse. D'ailleurs, c'est une quête que font les astronomes depuis largement plus d'un siècle, avec des moyens qui commençaient à permettre de faire quelque chose, mais ce n'est vraiment qu'à la fin du XXe siècle que la première planète a été détectée. Donc vous voyez, ça n'a pas été facile du tout. Mais on voit que ce n'est pas un exercice facile de toute façon. Donc ça, c'est pour redonner les notions d'échelle. Et donc avant
d'attaquer les méthodes, on va essayer de voir ce que sont ces fameux nombres astronomiques et d'en avoir vaguement une sensation, parce que si, comme je vous l'avais dit, je parle de 1 million ou de 1 milliard, ça vous fait pas trop de différence, alors que 1 million ou 1 milliard, c'est vraiment des choses très différentes. Alors 1 million, je vous l'avais dit, c'était, pour en avoir une idée très concrète, c'était de voir la foule de personnes qui sont mises sur les Champs-Élysées quand il y a eu la victoire au mondial de football en 98, et il y avait tous les Champs-Élysées plein de gens, plein de gens. Je ne sais pas si vous avez vu cette photo prise du haut de l'Arc de Triomphe, mais on voit des têtes de gens plein, jusqu'à la Concorde. Tout ça, ça fait à peu près 1 million de personnes. C'est beaucoup, mais en même temps, vous allez voir que c'est un chiffre pas très grand, surtout quand on passe au chiffre suivant, qui est le milliard. Alors j'ai oublié de dire que ça s'écrit avec un certain nombre de zéros, que ça n'évoque rien de toute façon quand il y a beaucoup de zéros. On le fait en comptant les zéros en disant que c'est 10 à la puissance 9. Ça s'appelle un milliard. C'est un chiffre qui commence à être beaucoup plus grand. Alors comment essayer de le percevoir? D'abord, c'est un chiffre qui approche la population sur la Terre. C'est quelques milliards, mais c'est l'ordre de grandeur. En astronomie, on parle toujours en ordre de grandeur. Qu'on dise quelque chose, que ce soit 2 fois plus, 2 fois moins, c'est pas très grave. C'est une idée de ce qu'on dit et quand même bien évaluée quand même dans ce cas-là. Alors 1 milliard, c'est donc la population sur Terre. Je vous l'avais dit, si j'essayais de mettre 1 milliard de personnes sur une avenue comme les Champs-Élysées, il faudrait que je remplisse toutes les autoroutes de France. Donc ça fait déjà beaucoup plus de monde, mais on ne les voit pas vraiment. On imagine que ça fait du monde. Mais alors, comment le sentir mieux? Alors j'ai un autre exemple qui est la dérive des continents. Vous savez que vous avez des ongles et que les ongles de vos mains poussent régulièrement, ça vous l'avez tous constaté, et ils poussent d'à peu près 1 cm par an. Et bien il se trouve que cette vitesse de croissance de vos ongles, c'est à peu près la vitesse de dérive des continents. Les continents dérivent à peu près 1 cm par an. Alors on se dit, bon, c'est une vitesse pas très rapide, enfin bon, puis on reste là. Et puis on se dit au fond, qu'est-ce qui se passerait si j'attends que 1 milliard d'années se produisent? De combien vont s'écarter les continents? Alors justement, 1 milliard d'années, c'est un chiffre qui vous permet de réaliser que si vous faites ça, les continents vont s'écarter de à peu près 10 000 km. C'est-à-dire à peu près la distance qu'il y a entre les différents. Par exemple, le continent américain s'est éloigné du continent européen, s'est creusé l'Atlantique. Et ça a pris de l'ordre du milliard d'années. Donc vous voyez, 1 milliard d'années, c'est pour creuser un océan tout à fait immense, à la vitesse où poussent vos ongles. Alors si vous me dites 1 milliard, 1 million, de toute façon c'est toujours pareil, c'est pas vrai. Si j'avais dit 1 million, les continents se seraient écartés juste de 10 km. C'est-à-dire une toute petite, même pas une petite mer. Donc vous voyez la différence, le million et le milliard, c'est vraiment des choses très différentes. Le milliard, c'est gigantesque. Mais c'est rien. 10 puissance 9, vous voyez 9 zéros. Je vais essayer de vous emmener un peu plus loin. 100 milliards. 100 milliards, c'est... Évidemment, c'est 100 fois plus grand que le milliard, mais on ne se rend pas compte tout de suite. C'est quand même un chiffre maintenant qui commence à être très grand. Et regardez, je peux l'illustrer essentiellement par le nombre, c'est l'ordre de grandeur du nombre d'étoiles qu'il y a dans notre galaxie, ou du nombre d'étoiles dans une galaxie. Vous voyez, quand on vous dit je suis un habitant du Soleil dans un système solaire qui est dans une galaxie, il y a 100 milliards d'étoiles. De nouveau, c'est pas très parlant, mais quand vous réalisez ce que c'est déjà 1 milliard et on est à 100 milliards, vous voyez le nombre d'étoiles qu'il y a dans une galaxie. Et une galaxie, c'est une parmi des milliards et des milliards encore dans l'univers. Donc, il y a 100 milliards d'étoiles dans une galaxie, et probablement, c'est ce que je vous dirai à la fin, on risque d'avoir à peu près le même ordre de grandeur de nombre de planètes. Donc le nombre de planètes qu'on va trouver, et que maintenant on sait être là dans la galaxie, doit être de l'ordre du milliard, de la dizaine de milliards, peut-être même la centaine de milliards. Donc vous voyez combien il y a de planètes à trouver. Alors ça, c'était le milliard. Alors là, je vais faire un petit bond en avant parce que 10 puissance 11, ça reste petit en astronomie, ou en tout d'ailleurs. Alors on va faire quelque chose d'un peu plus excitant.
On va aller chercher le nombre 10 puissance 24. Alors j'ai 24 zéros, évidemment. Toujours, ça n'évoque rien. Mais alors là, vraiment, ça n'évoque plus rien à plus personne. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On fait une transposition, comme toujours. Et je vais essayer de vous faire sentir ce que représente 10 puissance 24. Si vous prenez une feuille de papier à cigarette, vous mettez dessus une deuxième feuille de papier à cigarette, une troisième, etc. Et vous faites une pile de 10 puissance 24 feuilles de papier à cigarette. Vous avez une impression, une idée de là où se trouverait le haut de la pile? Le haut de la pile se trouverait au voisinage des étoiles les plus proches. Donc vous voyez que là, on commence à se rendre compte que ça, c'est un chiffre vraiment impressionnant. Et ce chiffre, vous savez ce qu'il vous dit en même temps? Il vous dit que si vous prenez une petite cuillère de confiture de myrtille, de ce que vous voulez, ça n'a aucune importance, on parle d'ordre de grandeur, une petite cuillère de quelque chose contient à peu près ce nombre d'atomes, c'est ce qu'on appelle le nombre d'Avogadro, ça fait le lien entre l'infiniment petit et notre échelle. 10 puissance 24 atomes, c'est ce qu'il y a dans une petite cuillère de n'importe quoi. Et c'est ça le nombre de feuilles de papier qu'il faut aller mettre jusqu'aux étoiles, une pile absolument hallucinante, parce que vous avez vu combien c'est loin. Enfin, vous avez entrevu. Alors ça, c'est 10 puissance 24. Alors on ne va pas s'arrêter en si bon chemin, parce que maintenant on a décidé de s'amuser. On va aller chercher 10 puissance 45. Alors 10 puissance 45, comment je vais faire? C'est un chiffre qui se trouve exister en physique des particules et qui indique quelle est la chance. En fait, c'est 1 sur 10 puissance 45, mais vous voyez que c'est de toute façon un chiffre ou est très grand ou très petit. 1 sur 10 puissance 45, c'est un nombre qui me dit la chance qu'a en gros une particule qu'on appelle neutrino, qui est une particule qui est extrêmement peu interactive, si peu interactive qu'elle intervient avec cette chance-là, avec une particule de matière comme nous. En ce moment, nous sommes tous traversés par des milliards de neutrinos qui viennent du Soleil d'ailleurs, et vous voyez que ça nous fait ni chaud ni froid. Je ne sais pas si je vais vous empêcher de dormir toute la semaine prochaine, mais ces milliards de neutrinos qui nous traversent ne nous font rien. Pourquoi? Parce qu'ils ont une chance sur 10 puissance 45 d'interagir avec un atome. Alors on se dit, à cette échelle-là, j'aimerais essayer d'imaginer si je faisais un mur de plomb, quelle devrait être la taille du mur de plomb pour que le neutrino, au bout de la traversée du mur, ait en gros une chance sur 2 d'avoir senti qu'il y a quelque chose, un peu de matière autour de lui. Eh bien, il faudrait faire un mur de plomb qui irait au-delà des étoiles les plus proches. C'est-à-dire vraiment, de nouveau, on va dans des échelles astronomiques. Et tout ça, ça vous montre aussi une chose, c'est que ces neutrinos-là, par exemple, ils traversent la Terre sans même l'avoir vu. Ils traversent le Soleil même sans l'avoir vu. Il faudrait des choses d'une dimension absolument phénoménale pour arriver à les arrêter. Ça, c'est 10 puissance 45. Alors vous allez vous dites, mais il va s'arrêter ou quoi? Pas question. J'ai sauté la précédente. 10 puissance 80. Alors vous voyez, je me suis fatigué à mettre 80 zéros, mais vous pouvez les compter, c'est exact. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec 10 puissance 80? Alors 10 puissance 80, on rentre dans des choses qui sont complètement impensables. D'ailleurs, je vais vous donner l'exemple. 10 puissance 80, c'est à peu près l'ordre de grandeur du nombre d'atomes qu'il y a dans notre univers observable. Aujourd'hui, on a un univers qu'on voit jusqu'à 13,7 milliards d'années d'ici. On peut compter combien il y a d'atomes là-dedans. C'est de l'ordre de 10 puissance 80. Alors vous me dites, bon, ben, ça fait beaucoup. D'accord. Simplement, je vais essayer de vous faire sentir ces nombres. Alors maintenant, on est arrivé dans des nombres tellement ahurissants que j'ai trouvé un exemple quand même. C'est une supernova qui est ici. J'ai un pointeur, attendez. Une supernova. Ça, c'est le grand nuage de Magellan. Là, c'est simplement agrandi. Mais vous voyez, là où est la supernova, ça crève les yeux. On la voyait même à l'œil nu. C'est pour dire... En 1987, elle était quelque part ici, et brusquement, elle a explosé. Enfin, brusquement, on l'a vu. En 1987, au début de 1987. Cette supernova, en explosant, a envoyé une bouffée énorme de neutrinos autour d'elle. Et elle a explosé donc il y a 150 000 ans, parce qu'il faut réaliser que les nuages de Magellan sont à 150 000 années-lumière, que la lumière, comme les neutrinos, ça se déplace à la vitesse de la lumière, ou quasiment la vitesse de la lumière, et donc
150 000 ans, il y a 150 000 ans, elle a vraiment explosé. Mais il a fallu attendre le temps que la lumière arrive jusqu'à nous pour le savoir. Donc elle a explosé. Cette bouffée de neutrinos qui est partie de la supernova au moment de son explosion arrive sur la Terre en 1987 et elle va traverser d'ailleurs toute la Terre, tout le Soleil comme je vous l'ai dit, tout, et entre autres aussi un détecteur qui avait été mis en marche juste 2 années avant pour essayer de mesurer la durée de vie du proton, qui est un problème de physique qui n'a absolument rien à voir. Et ce détecteur, c'est cette immense piscine. En fait, ça, c'est un détecteur plus récent, mais à l'époque, c'était le même style, une immense piscine au fond d'une mine, complètement fermée, pas un grain de lumière qui rentre là-dedans, que des tas de détecteurs de lumière, et quand une particule arrive de l'autre bout de l'univers et le traverse, ça provoque une gerbe de lumière que peuvent détecter ces instruments. Alors, quand on se dit 10 puissance 80, alors qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Alors 10 puissance 80, voilà comment on va le retrouver. Il y a d'abord, on peut l'évaluer parce qu'on connaît bien les supernovas, on sait qu'il y a 10 puissance 47 à peu près neutrinos qui vont être éjectés par la supernova au moment où elle explose et qui partent de là-bas dans le nuage de Magellan. Ensuite, dans la cuve de 7000 mètres cubes de la piscine, je peux compter, vous vous rappelez, c'est le nombre d'Avogadro qui est très grand. Dans une cuillère à café, j'aurais 10 puissance 24. Là, j'aurais 10 puissance 33 protons prêts à réagir à l'interaction avec un neutrino. J'ai de nouveau une chance sur 10 puissance 45 de voir une interaction se produire. Donc l'essentiel des neutrinos vont traverser la cuve sans même se rendre compte qu'il y a une cuve. Puis après, je vais avoir 10 puissance 1 sur 10 puissance 34 neutrinos qui vont effectivement arriver sur la Terre à 150 000 années-lumière de là où ils sont partis, parce qu'ils sont partis dans toutes les directions de l'espace. Donc j'en perds beaucoup, vous imaginez combien j'en ai perdu. Il y en a quelques-uns quand même qui arrivent sur la Terre. Et au bout de tout ça, pour calculer combien de neutrinos vont interagir dans ma cuve, je dois multiplier les deux premiers là qui vont faire 10 puissance 47 plus 33, ça fait 10 puissance 80, divisé par 10 puissance 45 plus 34, ça fait divisé par 10 puissance 79. Imaginez, j'ai pris deux chiffres, 10 puissance 80 et 10 puissance 79, qui sont tellement grands qu'on ne peut même pas les concevoir. C'est des chiffres vraiment ahurissants. Et quand je fais cette division, je trouve qu'il doit y avoir 10 neutrinos qui doivent être détectés dans ma cuve. Alors là, je vais vous le dire, il s'est produit un miracle qui est absolument impensable, et pourtant c'est vrai. Il y a eu 10 neutrinos de détectés. C'est un miracle. Alors si vous ne croyez pas au miracle jusqu'à aujourd'hui, maintenant vous êtes obligé d'y croire. Cet événement-là est tellement impensable, tellement improbable, qu'on se dit comment ça se fait. En plus, la cuve, elle a été mise en marche que 2 ans avant l'explosion qui a eu lieu 150 000 ans auparavant. Enfin, vous voyez, on nage dans le délire le plus complet. Alors pour vous achever, je vais faire 10 puissance 1000. Et là, comme il n'y a plus aucun moyen de faire quoi que ce soit, 10 puissance 1000, il n'y a que l'éternité, en gros, qui peut nous le faire sentir. Et comme vous le savez, l'éternité, c'est long, surtout vers la fin, comme le disait Woody Allen. Je ne suis pas sûr que la citation soit de lui, mais voilà. Bon, alors on va revenir donc à nos planètes extrasolaires, et on va essayer de voir comment on pourrait les détecter. Alors, pour arriver à le voir ou à le comprendre, il y a plusieurs choses de physique qu'il faut ressentir. Vous voyez, ça c'est un astéroïde qui s'appelle Ida, qui a été photographié au moment d'un survol assez proche. Et au moment de ce survol, on a découvert qu'il y avait un petit astéroïde en orbite, qu'on a nommé Dactyle d'ailleurs, qui lui tourne autour, et qui est en orbite autour. Alors on imagine, je vais prendre ça, ça c'est Ida, et on imagine Dactyle qui tourne autour. Vous voyez, quand je fais ça, vous me dites, Dactyle tourne autour de Ida. C'est jamais exactement ça, même s'il est tout petit et Ida très gros. Quand il tourne, en même temps, Dactyle tourne autour de Ida, mais en même temps, il y a une petite attraction de Dactyle sur Ida, et donc Ida va un petit peu bouger. Donc avec ce mouvement, Ida va faire un tout petit balancement comme ça. Et donc c'est l'action de cette toute petite chose sur la grosse qui va nous permettre de repérer des planètes, c'est-à-dire que de la même façon
une planète qui tourne autour d'une étoile va l'attirer un tout petit peu, mais c'est infime, autour d'elle, et va déclencher un tout petit balancement qu'on doit essayer de repérer si on veut repérer la planète qui tourne autour de l'étoile. Alors ça, c'était pour montrer l'échelle de Dactyle. Vous voyez, je lui ai même mis une tour Eiffel dessus, comme ça vous avez bien l'impression de déjà vu. Et donc c'est la taille, c'est vraiment un tout petit astéroïde en orbite autour du gros. Ida, ça fait 50 km de long à peu près. Alors le résultat, c'est que, vous voyez, à l'échelle de l'orange, quand une planète tourne autour de l'orange va se balancer un tout petit peu. Et ce balancement est tellement petit que pratiquement elle tourne par rapport à son bord, quoi. Elle ne fait pas un mouvement plus gros que ça. D'ailleurs là, ce qui est illustré là, c'est le mouvement qu'a le Soleil à cause du mouvement des planètes autour, et essentiellement celui de Jupiter. Jupiter, c'est la grosse planète qui tourne autour du Soleil. Et comme Jupiter tourne à peu près en 10 ans, vous voyez que les années, c'est 1990, 1995, 2000, donc on a presque fait un tour en 10 ans. 2005-2010, on a fait presque 2 tours en 10 ans, etc. En fait, la durée de l'orbite de Jupiter, c'est plutôt 11 ans, donc c'est un peu décalé. Mais aussi, on voit que ça tourne un peu de travers. Pourquoi? Parce qu'il y a Saturne, il y a les autres planètes, donc tout ça, c'est un peu plus compliqué. Mais essentiellement, on voit que le Soleil ne reste pas sur place, et ceci représente à peu près la taille du Soleil, si on le voyait de loin. D'ailleurs, ce déplacement-là a été calculé si on était à une trentaine d'années-lumière du système solaire. On pourrait voir le Soleil bouger à cause du mouvement de Jupiter. Mais c'est un exercice très difficile qu'on n'a pas réussi à faire, mais c'est ce qu'on essaye de faire. Vous voyez, il faudrait arriver à voir quelque chose qui est de l'ordre du millième de la seconde d'arc. Alors, je ne vais pas vous dire combien c'est petit, parce que c'est très petit, mais le télescope spatial, qui est un des instruments qui repère le mieux les positions aujourd'hui, est capable de faire à peu près 10 fois moins bien. C'est-à-dire qu'il repère la position de l'étoile dans quelque chose de 10 fois plus gros que cette image. Donc on n'est pas encore capable vraiment de repérer un tel mouvement. Mais beaucoup de projets sont en cours. Il y a eu des projets qui étaient très proches de le réussir, et il y a un très important projet dont peut-être je vous parlerai la prochaine fois, qui permettra de faire ça à partir de l'année 2012, un projet de l'Agence spatiale européenne. Donc voilà, c'est une méthode. Il faut essayer de voir bouger l'étoile sur le ciel. Comme ça, il y a d'autres étoiles très loin qui restent fixes, et l'étoile, on la voit bouger, et on se dit « Ah, j'ai repéré quelque chose ». En fait, ça n'a pas vraiment marché. Ça marche, à la fin, je vais vous dire que ça a marché quand même juste une fois. Alors là, je ne sais pas si vous avez entendu, mais je vais répéter le bruit. Alors, vous avez déjà entendu ou vu les 24 heures du Mans. Si vous mettez au bord de la route, vous entendez quelque chose qui est aigu et grave. Comme ça. Si je vous disais ça fait... Vous diriez... Ce pauvre monsieur n'est jamais sorti de son laboratoire. Il ne sait pas ce que c'est qu'une voiture. Donc c'est clair, vous avez le sens intuitif de ce que c'est cet effet. Il y a un effet très net. Le son change, vous entendez aigu et puis grave. Cet effet, c'est ce qu'on appelle l'effet Doppler. C'est très simple, c'est que quand la voiture, vous voyez, vous êtes là et elle vient vers vous, elle émet le son et le son avance en même temps que la voiture. Alors les ondes sonores sont toutes écrasées puisqu'elle avance en même temps qu'elle émet le son. Et plus les ondes sont serrées, plus le son est aigu. Plus les ondes sont écartées, plus le son est grave. Donc, quand elle arrive, elle vient vers vous, c'est aigu, et grave quand elle s'en va. Donc, c'est le son qui vous permet d'avoir une idée vaguement intuitive de ce qu'est cet effet Doppler. Alors, l'effet Doppler, on va le voir, qu'il va être utilisé, je dirais, d'une autre façon. Oh, j'ai oublié de vous le dire. Justement, je sentais que j'oubliais quelque chose. Si vous retournez dans les rues de Paris et que vous entendez une voiture de pompiers ou une voiture de police, vous entendrez aussi pimpon, 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 pimpon. Aigu et grave, c'est toujours pareil. Ça, c'est toujours vrai. Mais si vous faites plus attention, que vous êtes plus subtil dans votre écoute, je suis désolé parce que là, je suis en train de vous dire des choses que
vous pouvez pas transmettre, mais bon, j'avance quand même, Vous entendrez, comment vous pouvez traduire ça? Enfin, vous entendrez aigu, puis grave, pimpon, 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 pimpon. Mais si vous écoutez mieux, vous entendrez aigu et rapide, et grave et lent. Pourquoi? Parce que de même que le son, c'est des ondes qu'on va serrer, de même que l'écart entre les pins et les ponts est régulier, quand la voiture avance vers vous, les pins et les ponts sont émis mais vont se serrer, et puis quand ils s'éloignent, les pins et les ponts, qui sont une fréquence aussi, vont s'écarter. Donc en fait, ce que vous entendrez, c'est pimpon, 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 pimpon. Donc aigu, grave, rapide et lent. Donc la prochaine fois que vous voyez une voiture passer, moi je le fais chaque fois maintenant et je suis tout excité parce que je l'entends. Vous voyez, on s'amuse de rien, surtout quand on est dans un embouteillage, c'est bien. Alors il y a deux aspects, mais c'est la même chose, c'est l'effet Doppler. Les deux aspects ont permis de détecter les premières détections de planètes extrasolaires. Et en fait, c'est le deuxième aspect, l'écart entre les pins et les ponts, qui va vous donner, qui nous a donné la première découverte. Et ça a été fait parce qu'il existe des objets dans l'univers qui s'appellent les pulsars, qui sont exactement comme une voiture de pompier. C'est des objets qui tournent sur eux-mêmes tellement vite qu'ils font... Et ils émettent un espèce de rayonnement, vous voyez, c'est comme un phare qui tourne. Et quand on voit le phare nous frapper dans l'œil, on voit apparaître le pin, et puis après, au tour suivant, on voit le pont. Donc on entend bip, 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 très, très, très régulièrement. C'est comme des horloges, imaginez, c'est quelque chose de la taille d'une étoile qui tourne sur elle-même, ça ne change pas comme ça. Et c'est tellement régulier que quand il y a une planète qui tourne autour, les bips du pulsar vont se mettre à être rapides quand il vient vers nous. Donc bip, 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 bip. Vous voyez ce qui va se faire? Et ça a été vraiment ce qui a été détecté. Et en 1992, on a découvert que les pulsars avaient non seulement des planètes, mais on a découvert 3 planètes autour d'un pulsar. Et pire que ça, on a découvert 3 planètes dont 2 sont à peu près de la masse de la Terre et une de la masse de la Lune. Donc c'est de très loin les plus petites planètes qu'on n'a jamais découvertes. Et c'était en 1992, avant qu'on ait encore découvert aucune planète. Alors il y a eu effectivement une grande excitation, mais depuis on a beaucoup discuté et on s'est dit, on ne va pas appeler ça des planètes, parce que c'est autour d'un pulsar qui est un objet extrêmement étrange. Ah oui, d'ailleurs, vous pouvez vous demander, mais pourquoi on est allé chercher des planètes autour des pulsars? Puisque les pulsars, c'est en fait le reste d'une étoile qui a explosé comme une supernova. Donc il s'est passé un truc tellement catastrophique, on peut se dire, mais pourquoi y aurait-il des planètes? Et la seule raison qui a fait qu'on ait cherché des planètes autour des pulsars, c'est parce que c'était justement des objets qui avaient un bip tellement régulier, qu'on s'est dit, c'est facile de mesurer les changements des bips. C'est comme quand vous perdez vos clés et vous les cherchez sous le réverbère, et on vous dit, on vous aide pour les trouver, et on vous demande, mais vous les avez perdues là? Vous dites, non, je les ai perdues là-bas dans l'obscurité, mais là-bas j'y vois rien, donc c'est là que je les cherche. C'est ce qui s'est passé, mais on a quand même trouvé des planètes, ce qui est tout à fait inattendu. Et alors ces planètes sont des objets certainement très exotiques. Et donc c'est les premières qui ont été trouvées autour d'un pulsar. Voilà une vue d'artiste de ce que serait un tel lieu. Mais alors revenons aux planètes, alors autour d'étoiles comme notre Soleil, qui brillent vraiment. Et ces planètes-là, au fur et à mesure que la planète tourne autour de son étoile, vous voyez, elle est là, on ne la voit pas, mais l'étoile, comme je l'ai dit, se balance à cause du mouvement de la planète qui est pourtant totalement invisible. Alors quand l'étoile vient vers nous, les ondes vont être resserrées, mais là c'est la lumière, c'est-à-dire que le son c'était aigu, mais là la lumière va être dans le bleu. Et par contre, quand ça s'étire, la lumière va être dans le rouge. Donc, on va voir un léger changement de la couleur de l'étoile, mais extrêmement fin, très 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 ténu. Alors, c'est un exercice tellement difficile qu'il était infaisable, sauf que par chance, ça je vous montre simplement pour que vous voyez ce que c'est, ce qu'on appelle un spectre d'une étoile. C'est-à-dire quand on regarde la lumière de l'étoile, il se trouve que dans cette lumière, il y a plein de petites choses très très fines, où la lumière disparaît. Et ces choses-là sont dues à ce qu'il y a des atomes dans l'atmosphère de l'étoile. Et ces atomes, comme ils ont chacun une vibration propre, chaque atome va enlever de la lumière
parce que c'est amplifié comme un phénomène de résonance. Et donc, toutes ces petites choses très très fines correspondent à des atomes dans l'atmosphère de l'étoile. Et quand l'étoile avance vers nous ou s'éloigne, toutes vont se mettre à se décaler à gauche ou à droite. Parce que j'ai oublié de dire que c'est la longueur d'onde qui augmente. Alors le bleu est de ce côté et le rouge est de ce côté. Tout le monde va se décaler à gauche ou à droite, tous ensemble. Et comme ils le font tous ensemble, parce que c'est l'étoile entière qui fait le mouvement, en regardant le mouvement de toutes ces raies, on arrive finalement à mesurer avec une infinie, pas une infinie, mais une très grande précision, le mouvement des étoiles. Et voilà le premier résultat qui a été obtenu donc en 95, c'est l'étoile 51 Pégase, dont le mouvement, on a pu mesurer par le déplacement de toutes ces raies. Alors, toutes ces raies, c'est comme des horloges, c'est toutes les horloges de tous les atomes dans l'atmosphère de l'étoile. Toutes ces horloges, comme les pins et les ponts tout à l'heure, c'était une autre horloge, toutes ces horloges se balancent d'avant en arrière, et on voit que là, le mouvement de l'horloge, c'était plus ou moins une dizaine de mètres par seconde. Alors, j'ai oublié de vous le dire, mais Jupiter fait subir au Soleil un mouvement de plus ou moins 13 mètres par seconde. Donc vous voyez, c'est une planète qui a donné un résultat un peu plus favorable. Et alors là, je vais vous faire intervenir pour savoir ce que vous pensez de cette méthode. C'est comme un peu la dernière fois dans le champ de tournesol, je voudrais savoir quelles sont vos idées, comment on va réagir, comment on va essayer de voir les choses. Alors je vous rappelle, l'idée c'est que une planète tourne autour d'une étoile, je ne vois pas du tout la planète, j'ai aucune idée s'il y en a même une, mais ce que j'essaye de voir, c'est un petit balancement de cette étoile. Alors, vous savez aussi que si la planète est très proche de l'étoile, les choses, elles tournent beaucoup plus vite pour ne pas tomber, pour équilibrer la gravitation qui est plus forte. Et quand elle tourne très loin, comme Jupiter, c'est en 11 ans, j'aurai un balancement tous les 11 ans. Donc, voir un balancement tous les 11 ans ou un balancement plus rapide, c'est une signature que la planète est proche ou lointaine. Et aussi, on peut imaginer que plus la planète est grosse, plus ça va faire des effets aussi. Alors, la question que je vous pose, c'est la première, c'est à votre avis, puisqu'on se met à chercher des planètes, mais on ne sait pas où elles sont, est-ce qu'on va découvrir plutôt des planètes proches ou des planètes lointaines? J'entends proche. C'est vrai, vous êtes d'accord? Alors, planète proche, c'est absolument exact. On va chercher des planètes, et alors curieusement, la première qu'on a trouvée est totalement inattendue. Elle était tellement proche qu'elle tournait en quelques jours seulement autour de son étoile, alors que dans notre système solaire, on sait que Mercure déjà tourne, qui est la plus proche, tourne en plus de 80 jours. Donc il y a vraiment un très grand décalage entre ce qu'on a découvert, mais on ne connaît pas les autres systèmes planétaires. Et là, ce qui est montré, c'est pas toutes, parce qu'il y en a encore plus, mais déjà un bon paquet de celles qui ont été découvertes. Vous voyez, ce qui est indiqué ici, c'est la position de l'étoile, qui est représentée par un petit point jaune. Le nom de l'étoile, chaque fois, c'est toutes celles qu'on a découvertes. Et puis là, c'est une distance qui correspond à une fois l'orbite de la Terre, 2 fois l'orbite de la Terre, etc. Et vous voyez qu'il y a largement plus de la moitié, si c'est pas l'ordre de grandeur, c'est la moitié, à moins que l'orbite de la Terre. Mais surtout, il y en a énormément qui sont très 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 proches de l'étoile. Et c'est celle-là qu'on a trouvée, évidemment, puisque la méthode est très sensible au fait qu'on ait une planète proche ou lointaine. Donc on a découvert des proches. D'ailleurs, voilà les orbites de toutes ces planètes montrées autour comme si elles étaient autour de la même étoile, mais c'est juste une représentation, bien sûr. Et on a découvert aussi qu'il y a comme une zone interne où il ne se passe plus rien, plus de planètes. Mais vous voyez, tout ça, c'est très très proche de l'étoile, beaucoup plus proche que n'est Mercure du Soleil. Voilà, par exemple, à l'échelle de l'orange, est représentée la planète qui a été trouvée, 51 Pégase, à la même taille, et elle est à peu près à cette distance. Vous voyez, elle tourne très très près de l'orange, et elle fait le tour en quelques jours à peine. Alors maintenant, deuxième question. À votre avis, on va détecter plutôt des planètes légères ou des planètes lourdes? Je vois que tout le monde suit. Eh bien, si vous dites qu'on détecte plutôt des lourdes, et à l'inverse, on détecte mal les légères, on s'attend à avoir plutôt plus de lourdes que de légères, comme on a eu plus de proches que de lointaines. Alors, c'est là où on tombe sur vraiment une grande surprise. C'est pour ça que vous voyez, c'est intéressant de prédire ce qu'on attend,
Parce qu'une fois qu'on le prédit, ou bien on a vraiment compris et c'est ce qu'on attendait, ou bien on trouve tout à fait autre chose. Là, vous m'avez dit, il y a plus de lourdes. Là, voilà toutes les planètes qui ont été trouvées, enfin, il y a quelques temps, mais ça n'a pas changé profondément. Ici est indiquée la masse des planètes. C'est 1 fois la masse de Jupiter, 2 fois, 3 fois, 4 fois la masse de Jupiter, parce que c'est l'échelle qu'on a actuellement pour les planètes, et le nombre qu'on a trouvé. C'est-à-dire, plus elles sont lourdes, et moins il y en a. Plus elles sont légères, et plus il y en a. Or, vous m'avez dit, on va détecter plutôt des lourdes. Alors c'est là où on se dit, mais alors il y a vraiment quelque chose de nouveau, il y a quelque chose qu'on n'a pas compris, quelque chose de très profond. Et c'est vrai. C'est vrai, parce que quand on dit je détecte plutôt des lourdes, c'est en supposant qu'il y a autant de planètes, autant de lourdes que de légères, que c'est un nombre à peu près, enfin que c'est pas fondamental dans l'analyse. Mais s'il n'y a pas de lourdes, pour prendre le cas extrême, imaginez qu'il n'y ait pas de lourdes du tout. Imaginez qu'il n'existe aucune planète au-dessus de 8 fois la masse de Jupiter, j'aurais eu 0 planète détectée. Donc c'est très profond, c'est-à-dire que là, non seulement j'ai une méthode qui est très sensible aux lourdes, et les lourdes on les a sûrement toutes trouvées, mais il y en a tellement peu que ça nous montre qu'il y a énormément de planètes légères, et plus notre méthode va être sensible aux légères, parce qu'évidemment les légères, il y a un moment on n'arrive plus à les détecter tellement elles sont petites, et plus la méthode va devenir sensible aux légères, et plus je vais en trouver. Et vous voyez que déjà là, je vois une tendance absolument phénoménale vers énormément de planètes légères, et très peu de planètes lourdes. Ça veut dire qu'il faut tenir compte du fait qu'il y a probablement, dans la nature, des systèmes planétaires où il y a très peu de planètes lourdes et énormément de planètes légères. Et on est donc au tout début de la découverte de ces objets, parce que nos instruments ne sont pas encore assez sensibles pour découvrir des tout petites... On n'a pas encore découvert quelque chose comme la Terre, par exemple. Alors, pour vous montrer un peu cette méthode de balancement, ce qu'on mesure, c'est la vitesse de l'étoile qui avance et qui recule. Et vous voyez que quand le balancement est très régulier, on en déduit immédiatement que l'orbite est circulaire. C'est-à-dire qu'il ne se passe rien de spécial. L'orange se balance très régulièrement d'avant en arrière. Par contre, je peux même déduire la forme de l'orbite, et c'est ce qu'on a découvert aussi, qui était une autre grande surprise. C'est que vous voyez que si la planète elle est loin, et elle tombe proche de l'étoile et repart, vous voyez que quand elle est loin, elle va tout doucement, puis quand elle tombe, elle accélère, elle tourne vite et elle repart, elle ralentit, elle ralentit, elle ralentit, elle refait ça. Donc le mouvement de la planète va se répercuter évidemment sur le mouvement de l'étoile, et l'étoile, quand la planète est loin, va bouger très lentement, puis quand la planète va passer très près et faire le tour, va bouger très vite. Et donc vous voyez, c'est exactement ce qui se passe là, vous voyez, elle bouge très vite quand la planète passe tout près, elle a un grand mouvement vers nous, puis après elle va enfin vers nous, il se trouve que c'est vers nous, enfin elle a un grand mouvement dans ce sens, puis très lentement, et ça dure très longtemps pendant qu'elle est loin, et puis ça recommence. Et donc là, de cette forme de courbe, on peut complètement déduire la forme de l'orbite, le type, la masse de la planète, etc., etc. Donc c'est une méthode très riche, qui nous dit beaucoup de choses, sauf que, n'oubliez pas, on ne voit jamais ces planètes, on ne les a jamais vues. Alors au jour d'aujourd'hui, oula, je dois finir là? Non, il me reste encore un peu. Au jour d'aujourd'hui, on en est à 170 systèmes planétaires, 210 planètes découvertes dans le voisinage, enfin dans d'autres galaxies, 20 systèmes planétaires multiples. Il y en a plusieurs, on a trouvé jusqu'à 2, 3, même 4 planètes. Donc, ça, vous pouvez aller le chercher sur un site internet où il y a absolument toutes les informations mises à jour de manière remarquable. Et donc, on va essayer d'avancer sur d'autres méthodes. Mais, évidemment, comme j'ai un petit peu moins de temps, je vais vous donner... Il y a une méthode à laquelle on pense, bien sûr, tout de suite, on se dit, mais pourquoi on ne fait pas une image de la planète? La planète est très très dure à voir, simplement parce qu'elle est très peu lumineuse. Elle est 1 milliard de fois moins lumineuse que l'étoile. C'est un peu comme si vous essayiez de voir à côté d'un phare qui serait à New York, une bougie posée à 1 mètre à côté, et de repérer la bougie. Alors que vous êtes ici, et vous voyez, c'est pas très facile. D'ailleurs, non seulement c'est pas facile, mais ça n'a jamais été réussi. En fait, ça, c'est la première image qui a été réussie d'une planète avec le télescope, le très grand télescope au Chili de 8 mètres, et une optique qui permet d'enlever toutes les taches qui sont autour. Mais en fait, c'est une planète de 5 fois la masse de Jupiter,
qui est en orbite autour d'une étoile qui n'est pas une étoile, c'est un objet qui a 25 fois la masse de Jupiter, qu'on appelle une naine brune, parce que en dessous, une étoile, quand elle fait moins que 70 masses de Jupiter, elle ne s'allume plus. Les réactions thermonucléaires ne démarrent pas. Et donc ça reste un objet lumineux pour des tas d'autres raisons, mais très peu lumineux par rapport à une étoile. Et comme c'est très peu lumineux, finalement, celle-là qui est encore moins lumineuse, mais a pu être détectée et observée. Et donc c'est un système de deux objets qui sont un 5 masses de Jupiter, l'autre 25. Ça ressemble beaucoup à un système d'étoiles binaires de très petite masse. Et de nouveau, il y a eu des discussions pour savoir est-ce qu'on va appeler ça une planète ou pas. Et la décision a été de dire comme ceci n'est pas une étoile allumée, cet objet ne sera pas une planète, alors que ça a la masse d'une planète, ça a probablement tout, ça ressemble à une planète, mais c'est pas vraiment une planète. Enfin, en tout cas, c'est un très très beau résultat qui a été obtenu il y a maintenant une année. Alors les noms des planètes, vous voyez, là aussi il y a un problème en astronomie, c'est qu'on ne sait pas bien trouver des noms. L'objet là qui est si peu lumineux, on le voit que dans des catalogues extrêmement compliqués. Là, le catalogue s'appelle TOUMASS WJ 127 334 39 332 54. Alors si je veux donner le nom de ça, un nom de planète, ça serait TOUMASS WJ, etc., etc., B. Alors évidemment, d'abord j'ai du mal à retenir, et je ne suis pas le seul, et ensuite c'est un peu lassant. Alors très vite, dans ce cas très extrême, les uns et les autres ont trouvé que ça serait plus simple de finalement l'appeler 2M1207B. Vous voyez, on a gardé un peu le début du catalogue, quelque chose au milieu qui dit à peu près où c'est dans le ciel, et le B pour dire que c'est une planète. Ça s'allège, c'est sympathique. Quelqu'un a dit, on va encore faire une petite économie, on va l'appeler 2B. 2B, c'est facile à retenir, là. Et alors, comme c'était un Anglais qui l'a proposé, en fait, son idée, c'était pas tout à fait innocent. Au lieu de l'appeler 2B, il a dit, en fait, on va l'appeler 2B. 2B. Alors, évidemment, ça fait penser or not to be. Et to be or not to be quoi? Planète. Et finalement, la réponse, c'est qu'on s'est fait avoir parce que c'est pas une planète. Enfin, donc ça, c'est la petite histoire, mais ceci dit, on a un problème avec les noms de ces planètes parce que c'est souvent complètement indigeste. Alors, les lentilles gravitationnelles, je voulais vous en raconter beaucoup là-dessus parce que c'est rare qu'on les explique. Mais je vais être obligé un peu d'aller plus vite. Donc, rapidement, on sait que ça existe. Les lentilles gravitationnelles, c'est un phénomène qui est dû à ce que la masse déforme l'espace. C'est la théorie de la relativité générale. Elle dit, quand j'ai une masse quelque part, que je la vois ou que je la vois pas, d'ailleurs c'est très pratique, je peux la repérer. Et entre autres, quand j'ai un amas de galaxies, il y a tellement de masse que ça fait comme un télescope gigantesque qui permet de voir aux confins de l'univers. Et là, très précisément, vous voyez ces galaxies bleutées que vous voyez en plusieurs endroits. C'est des images de la même galaxie, très très loin, derrière cet amas de galaxies, qui sert simplement de lentille d'un immense télescope dans l'univers. Et d'ailleurs, quand vous regardez même de près, vous voyez que on retrouve un peu les mêmes structures dans chacune de ces petites images. C'est vraiment des images d'une même galaxie très loin derrière. Et ça a fait, d'abord, on savait que ça existait, mais là c'était flagrant. Il y a vraiment des lentilles gravitationnelles. Alors évidemment, comme la lentille est très bizarre et toute cabossée, ça fait plein de petites images dans tous les sens. Mais il y a des lentilles plus jolies. Regardez cette lentille-là, qu'on appelle la croix d'Einstein. En fait, quand on la regarde, on voit, quand on arrive à la voir bien, on voit 5 petits points. Et un des points, c'est le cœur d'une galaxie qui est juste sur le trajet d'un quasar, encore une fois, à l'autre bout de l'univers, très loin derrière. Et quand on arrive, parce qu'on connaît un peu les propriétés des galaxies, à enlever l'image de la galaxie proprement, il ne reste plus que les 4 images du même quasar. C'est-à-dire que le même objet, on le voit par des images qui passent l'une par-dessus la galaxie, l'autre par-dessous, la troisième par la gauche, par la droite, et tout ça nous arrive dans les yeux. Et quand on voit le quasar qui change de luminosité, on voit les différentes images changer avec un décalage, parce que le temps que met la lumière pour arriver du bout de l'univers est tel que parfois il y a un mois de décalage entre les images d'un côté ou de l'autre. Alors donc ça existe. Alors j'ai essayé de me poser la question comment c'est une lentille gravitationnelle liée à juste un point massif comme une planète, quelque chose de bien sphérique. À ce moment-là,
Ça ressemble tout à fait au culot d'une bouteille. Si vous prenez une bouteille, vous la cassez, c'est d'ailleurs pas simple à faire. Je peux vous le dire, là c'est une bouteille que j'ai réussi à casser après de nombreux essais. Eh bien, vous voyez qu'à l'arrière, vous voyez le soleil qui était là-bas derrière, donne une image au centre, mais une deuxième image très étalée sur le bord. Et il se trouve que ces lentilles dues à la gravitation ont cette propriété très particulière. Voici dans un endroit où une lentille est presque sphérique, presque parfaite, et de nouveau, vous avez l'objet au centre qui est dû à ce qui fait la lentille, mais en même temps, vous avez toutes ces formes qui apparaissent tout autour, comme sur un cercle, qu'on appelle maintenant d'ailleurs le cercle d'Einstein, parce que c'est lié à la relativité générale. Alors là, pour vous amuser, voilà, si vous allez à Washington, sur la grande place où il y a l'obélisque, il y a un de ces bâtiments qui est à côté, et ce bâtiment, on peut essayer de calculer à quoi il ressemblerait si je mettais devant lui un point de la masse de Saturne, comme un trou noir, si vous voulez, microscopique, mais qui déformerait tout l'espace et donnerait une image différente. Voici l'image du même endroit avec Saturne sous la forme d'un point noir entre lui et nous. Et donc, vous voyez, ça déforme complètement les choses, et ça, c'est calculé très proprement, il n'y a pas de problème, on sait faire ça. Alors, c'est pour vous dire que tout ça, c'est un vrai casse-tête, la recherche des exoplanètes. Et donc, je me suis amusé à calculer que ferait un trou noir s'il me passait devant la figure. Et voilà ce que ça fait. Vous voyez, c'est un vrai casse-tête. C'est un tout petit trou noir, ça, c'est rien du tout. Hein. À peine la masse d'un astéroïde ou quelque chose comme ça. Alors, l'autre difficulté de cette méthode, c'est que on imagine que je vais pouvoir voir cet effet de lentille, mais il faut que deux objets soient parfaitement alignés à travers l'univers, et c'est un événement qui est tellement rare qu'il faut regarder des millions d'étoiles pour en voir une faire quelque chose de particulier. Alors là, c'est un exemple qui est des vraies images où on voit la lumière de l'objet qui est très sombre, qu'on devine à peine au milieu du cercle, et qui tout d'un coup se met à briller beaucoup plus. Pourquoi ? Parce que entre l'objet qu'on voit à peine et nous est passée une lentille, comme ça, qui s'est mise à faire briller très intensément l'objet, et puis après il s'éteint. On arrive à prédire la forme de cette courbe, elle est tout à fait connue et observée. Vous voyez, ça c'est des points d'observation d'une courbe qu'on appelle donc un effet d'amplification de la lumière d'une étoile très loin par un objet compact qui passe devant, souvent on ne le voit même pas, qui passe devant et qui fait comme une lentille qui l'amplifie. Alors cette forme-là, évidemment on peut la suivre avec un seul instrument, mais si on a beaucoup d'instruments, on le suit d'une manière remarquable. Et c'est ce qu'il faut faire pour découvrir des terres, parce que la durée de l'effet, si... Vous voyez, ça c'est l'étoile au loin, ça c'est moi l'observateur en bas, et puis l'étoile au loin, je l'observe, et vont arriver devant une étoile que je ne vois pas, et une planète autour que je ne vois pas non plus. Je ne vois rien du tout, mais je regarde l'étoile. Et au fur et à mesure que ce couple-là va passer devant, la lumière de l'étoile va se mettre à augmenter, 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 comme la courbe que je vous ai montrée. Mais à un moment donné, si la planète est bien placée, elle va faire une petite lentille à elle toute seule, dans son coin, en tout cas déforme la lentille de l'étoile principale, et va déclencher un petit pic supplémentaire, mais plus la planète est petite, plus le pic est court. Si c'est un Jupiter, ça dure quelques heures. Si c'est quelques heures. Si c'est une Terre, ça dure moins d'une heure. Donc ça devient un exercice très difficile. Mais l'avantage, c'est qu'on peut le faire n'importe où dans la galaxie. Donc voilà, en gros, ce qu'on attend, c'est s'il y a un phénomène qui se produit comme ça, vite, on le regarde avec beaucoup, beaucoup d'instruments, et on espère voir apparaître un tout petit pic qui serait dû à une Terre. Cette méthode-là marche, mais elle est très difficile à mettre en place. Elle est sensible jusqu'à des terres. Et alors, on a déjà découvert avec cette méthode deux grosses planètes du genre Jupiter, 1,5 fois la masse de Jupiter ou 2,7 fois la masse de Jupiter, mais à des distances très très loin dans la galaxie, parce qu'il faut avoir tellement de cas d'étoiles avant de pouvoir voir ce phénomène, que l'une est à 17 000 années-lumière et l'autre à 11 000 années-lumière. Alors évidemment, vous allez me dire, c'est pas la porte à côté, mais ça je le savais. Alors on en a trouvé une troisième, et c'était le 27 janvier dernier. A été découverte la plus petite planète jamais observée, parce que cette méthode, c'est finalement la plus sensible. Elle pourrait même au jour d'aujourd'hui détecter des terres. Et là, on a découvert une planète qui fait à peine 5,5 fois la masse de la Terre,
qui est à peu près la distance de Mars du Soleil. Vous voyez, c'est quelque chose qui est tout à fait comparable. Mais elle est à 21 années-lumière d'ici, ce qui est évidemment embêtant si on veut y aller tout de suite. Alors cette planète qui a été découverte, je vous en montre la courbe parce que c'est aussi très impressionnant. Vous voyez, ça c'est vraiment des mesures qui ont été faites. Donc quand le système, la planète et son étoile passent devant une étoile très loin, la lumière de l'étoile se met à augmenter, puis à redescendre, et puis tout d'un coup il y a ce petit pic qui est la signature de cette petite planète. Et donc ça c'est vraiment le record actuel en masse de planètes. D'ailleurs on a essayé tout de suite de se dire à cette distance de l'étoile, étant donné sa masse, c'est une très grosse Terre, donc c'est des planètes qu'on ne connaît pas bien dans notre système solaire, et on imagine que c'est une planète dans laquelle il y a dû y avoir, au moins pendant quelques milliards d'années, un immense océan d'eau liquide de plusieurs centaines, voire milliers de kilomètres de profondeur, quoique elle soit assez loin, puisque c'est à la distance de Mars, d'une étoile qui est plus froide que le Soleil. Donc c'est un cas où on est presque sûr qu'il a dû y avoir de l'eau liquide pendant des milliards d'années, donc quand on pense aux possibilités de faire apparaître la vie, c'est très favorable. Et c'est en plus à la une de l'Institut d'astrophysique de Paris où je travaille, parce que tout ça c'est fait par des gens avec qui je travaille en ce moment. Alors, une autre méthode, mais là je crois que je vais accélérer très sérieusement, c'est le transit. Alors le transit, l'idée est très simple, c'est vous avez une étoile et vous avez quelque chose qui passe devant et vous le voyez. Vous voyez, c'est très facile. Là par exemple, je peux voir qu'il y a un avion qui passe devant le Soleil, mais si je connais bien les caractéristiques du Soleil, les caractéristiques de l'avion, sans avoir un télescope, simplement en regardant la lumière du Soleil et en voyant de combien elle est atténuée, je peux arriver à deviner quel est le modèle d'avion qui est passé devant, en étant très extrême. Mais c'est un peu ce qu'on fait avec les planètes. Alors regardez là un exemple de ce qu'on peut faire avec les transits. Là, vous voyez, c'est la station internationale, la vraie station internationale qui passe devant le Soleil et qui a été filmée. On la voit, on voit ses panneaux, on voit tout ça, et là-dedans, il y avait des petits cosmonautes. Alors le transit, c'est tout simple, hein, la planète passe devant une étoile, et à ce moment-là, la lumière de l'étoile diminue un peu, et de cette diminution, on va essayer de déduire des tas d'autres choses. Alors c'est une affaire qu'on avait déjà découverte une fois autour de l'étoile Beta Pictoris, mais ça s'est produit qu'une fois, donc c'est très difficile d'argumenter que c'est vraiment une planète, donc ça a été à une époque une très grande excitation pour nous. Mais depuis 1999, pour la première fois, une planète a été vue en train de faire un transit devant l'étoile HD 209 458b. Retenez bien ce chiffre parce que je ne vais pas le dire deux fois. Alors vous voyez, ce qui a été découvert, c'est que brusquement, la lumière de l'étoile diminue un peu, exactement comme on l'attendait, mais c'est la première fois qu'on l'a vue, en 1999. Vous voyez que c'est quand même assez récent. Et voilà à quoi ça ressemble. La planète passe devant l'étoile. Bon. Vous voyez, c'est pas compliqué, mais la planète là, qui est de la taille de Jupiter, passe devant une étoile de la taille du Soleil à peu près. Ça fait pas une grosse diminution, ça fait à peu près 1 à 2% de baisse de lumière. C'est pas grand-chose, donc il faut quand même mesurer ça proprement. Et alors cette planète, donc HD 209 458b, une fois qu'on l'a repérée, en fait, on la connaissait parce qu'on avait déjà son mouvement de balancement de l'étoile, donc on savait quelle était sa période, 3,5 jours, donc on sait qu'elle est très proche de l'étoile, c'est pour ça que les chances qu'elle passe devant étaient grandes. On connaît très bien sa masse, à peu près 2/3 de la masse de Jupiter. En voyant que l'absorption était de 1,6%, alors là c'est une courbe beaucoup plus belle, vous voyez les points de mesure montrent cette courbe-là. Ça c'est fait avec le télescope spatial, dans l'espace on n'a pas tous les ennuis de l'atmosphère. On a pu mesurer son rayon de 1,35 fois celui de Jupiter, et en déduire du coup sa densité, puisqu'on avait et sa masse et son rayon, et on a compris qu'elle avait une densité très faible, de 0,35, c'est-à-dire bien moins dense que l'eau. Et donc, toutes ces planètes dont on n'avait jamais rien vu et qui faisaient des balancements d'étoiles étaient effectivement probablement des géantes gazeuses. Parce que jusque-là, on n'en avait jamais vu la signature directe. Là, on le savait, là, on en est sûr. Ce sont bien des planètes qu'on a découvertes. Ça aurait pu être des tas d'autres choses exotiques. Alors voilà un autre exemple, mais je vais passer. Maintenant, on en connaît pas mal.
Et vous voyez que si on met leur masse d'un côté et leur rayon de l'autre, puisque maintenant on sait mesurer les deux quand on a et transit et la vitesse radiale, à ce moment-là, on peut les comparer à Saturne et Jupiter et à la densité de 1, qui est la densité de l'eau, ou ici, celle-là, qui est très, très haute. Vous voyez, c'était la moins dense de toutes. La première qu'on ait trouvée, il se trouve, elle était très, très peu dense. Mais, bon, c'est les planètes extrasolaires, hein. Alors, il y a une excitation supplémentaire, c'est qu'à partir du moment où elle passe devant l'étoile, vous voyez que l'avion fait une ombre, mais vous voyez même que les gaz qui s'échappent de l'avion font aussi une traînée et obscurcissent un peu la lumière. Donc vous imaginez une planète avec une atmosphère autour, vous allez pouvoir éventuellement aussi détecter l'atmosphère. Et ça, c'est un exercice vraiment difficile parce que si je prends l'exemple de la Terre à l'échelle de cette orange ou de Jupiter, c'est pas grave, mais l'atmosphère, ça serait une fine pellicule qui dépasserait même pas d'1 millimètre l'orange, là. Et donc quand elle passe, il faudrait que j'arrive à voir l'effet de cette toute petite pellicule, en plus de l'orange elle-même. Donc ça devient un exercice de plus en plus difficile, mais intuitivement, vous savez qu'on peut absolument voir la présence d'une atmosphère, puisque chaque fois que vous voyez un coucher du soleil, vous dites « Oh, que c'est beau, c'est rouge, c'est merveilleux ». Pourquoi il est rouge? C'est parce qu'il y a l'atmosphère entre le soleil et nous. Et quand il est en haut, il y a peu d'atmosphère. Quand il est rasant, il y a beaucoup d'atmosphère. Et cette atmosphère enlève un peu de lumière du soleil. Et donc se manifeste, montre sa présence. Donc si je regarde la planète, à certains endroits dans la lumière, je vais peut-être pouvoir détecter la présence de ce que je vous ai mentionné tout à l'heure, d'ailleurs, des atomes ont des endroits où ils résonnent très fortement et donc vont enlever très efficacement la lumière. Et ça, c'est ce qui a été fait. Donc la première tentative a été faite dans les atomes du sodium, parce que c'est un atome dont on connaît très bien la lumière. Donc on s'attend à voir le 1,6% de baisse de lumière de tout à l'heure, plus un petit quelque chose. Et vous voyez, la lumière du sodium, c'est ici. Et donc on compare là la lumière du sodium à ce qui se passe à côté, en se disant là, il n'y a pas les atomes. S'il y a des atomes dans l'atmosphère, on va voir quelque chose. Et ça a été fait. Et la première détection d'une atmosphère a été faite en montrant qu'il y avait un 0,02% de plus que les 1,6%. Vous voyez jusqu'où on va dans la précision des mesures, mais ça a été réussi. Alors nous, on s'est tout de suite excité et amusé en se disant mais les atomes d'hydrogène, c'est les plus nombreux, c'est les plus légers, c'est ceux qui vont être tout en haut de l'atmosphère. Essayons d'aller voir là où la lumière est celle où l'atome d'hydrogène résonne. Et voilà ce qu'on a observé, toujours avec le télescope spatial. Vous voyez, avant le transit, c'est la courbe en vert, et pendant le transit, c'est la courbe en rouge qui, à peu près partout, surtout au centre d'ailleurs, s'est mise à baisser à cause de la présence d'atomes d'hydrogène. Alors je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais essentiellement ce qui a été trouvé, c'est que c'était une absorption colossale. Vous vous rappelez, c'était 1,6% la planète. Et là, les atomes d'hydrogène nous montrent qu'il y a une atmosphère qui fait 15%, c'est-à-dire 3 fois plus grand que la planète elle-même. Vous voyez, la planète serait à cette taille, le nuage d'hydrogène serait à cette taille. Et ça, tout ça passe devant l'étoile. Et donc la seule conclusion qui s'est imposée après cette étude, c'est que la planète s'évapore, elle perd de la masse, elle perd des atomes d'hydrogène continuellement. Là, j'ai fait une autre petite vidéo avec mon fils qui aime bien faire des images, et donc on s'est amusé à représenter ça. Voilà exactement ce qu'on a vu. Voilà. En fait, c'est ça ce qu'on a vu si on regardait avec des yeux qui voient les atomes d'hydrogène particulièrement. Alors, on en a eu un peu assez de l'appeler HD 209 458b, d'autant plus que dans une conférence, on en discutait comme ça au début parce qu'on était très excités, et il y en a qui ne retenaient pas le nom. Alors ils disaient HD blablabla, parce qu'ils ne se rappelaient plus de ce que c'était, quoi. Alors du coup, on a proposé de l'appeler Osiris. Alors nous, maintenant, on l'appelle la planète Osiris, mais les astronomes sont très fâchés, ils préfèrent garder HD 209 458b, enfin ça dépend lesquels, mais pour eux, c'est... Alors pourquoi? Parce que c'est un dieu égyptien dont le corps a été coupé en petits morceaux, éparpillés, il en a perdu quelques-uns. Alors comme il a perdu de la masse, c'est comme la planète, quoi. Alors on essaye de savoir combien de masse s'évapore. Alors pour ça, il a fallu faire tout un calcul, regardez, complet, de
d'atomes d'hydrogène qui quittent la planète. Vous voyez, ça fait une queue comme une queue de comète qui quittent et subissent la pression de la lumière de l'étoile. Et quand ça passe devant, vous voyez là le spectre, quand ça passe devant, pof, qui baisse. C'est pour faire baisser de 15%. On en déduit combien il faut mettre d'atomes et tout ça. Donc, tout ça, c'est des calculs astrophysiques. Hein. Vous voyez, on s'amuse, on fait des petits films. Et alors, on en déduit que jusqu'à 10 000 tonnes par seconde, même probablement plus, s'échappe de cette planète. On se dit 10 000 tonnes par seconde, mais c'est énorme. Combien de temps elle va vivre? Alors, ça va être la question posée juste après, mais là, je vous mentionne au passage qu'on a aussi détecté de l'oxygène et du carbone dans l'atmosphère de cette planète. Donc, on a du sodium, de l'hydrogène, de l'oxygène, du carbone. Tout va bien. On est presque comme chez soi. Alors là, on essaye ici de montrer combien de temps va survivre une telle planète. Et pour cela, donc, il fallait faire un calcul d'évaporation dans des conditions plus ou moins proches. Alors là, c'est la distance à l'étoile. Quand je suis très près de l'étoile, elle va s'évaporer beaucoup. Quand je suis très loin, ça va s'évaporer peu. Mais inversement, ce qui compte aussi, c'est la masse de la planète. Si elle a une très grosse masse, elle va résister à l'évaporation, ça va s'échapper moins facilement. Alors que s'il y a une petite masse, ça va s'échapper. Alors vous voyez, ça produit des courbes. Et là, cette courbe-là montre que si une planète se trouve sur cette ligne, elle dure 1 milliard d'années. Si elle est le long de cette ligne, il y a 10 milliards d'années. Si elle est là, 100 milliards d'années, etc. Donc vous voyez qu'en fait, toutes les planètes qui ont été observées, qu'on porte dans le diagramme où il y a leur masse et leur distance à l'étoile qu'on connaît, on voit que l'essentiel d'entre elles vont vivre très longtemps sans trop de problèmes. Sauf celle tout à fait en bas. Alors on en a découvert depuis quelques-unes, mais elles ne posent pas de problème, vous voyez, parce qu'elles sont très lourdes tout en étant encore plus proches, mais elles survivent. Par contre, on en a découvert 3 plus récemment, qui elles sont très très petites, et dans la zone où, a priori, elles devraient s'évaporer totalement. Alors du coup, on se pose la question d'une manière plus subtile, et on commence à calculer précisément combien de temps elles survivront. Et donc cette zone-là, c'est celle où les planètes vont être, en moins d'1 milliard d'années, modifiées par l'évaporation et peut-être perdre toute leur masse. Alors vous voyez ce qui se passe, la planète, si elle est là au début de sa vie, voilà ce qu'elle va faire en perdant de sa masse. Petit à petit, elle est obligée de perdre de la masse et de descendre jusqu'à une zone très basse, où en fait, parce qu'on pense qu'à l'intérieur de ces planètes, il doit y avoir un noyau, un cœur dur, qui lui ne va pas s'évaporer et qui va survivre. Et donc, ces résidus d'évaporation, qu'on peut appeler probablement des cœurs de lave, parce que c'est très proche des étoiles, on propose de les appeler les planètes chtoniennes. Vous voyez, on s'amuse avec les noms, mais ça n'a pas trop d'écho dans le monde de l'astronomie. Enfin, ça fait rien, on s'amuse à les appeler comme ça. Et les 3 objets qui ont été découverts, vous voyez, tombent exactement là-dedans. Si ça se trouve, c'est effectivement ces planètes de nature tout à fait nouvelle. Alors on pense que leur surface doit être de la lave fondue. Et pour vous rappeler ce que j'ai montré sur Io la dernière fois, Io est quelque chose, un corps tout à fait en fusion, avec beaucoup de volcans à sa surface, et ça pourrait être tout à fait ce genre d'objet. Alors, je vais finir avec les petites dernières, c'est-à-dire les dernières nouvelles. Alors, il y a un système très amusant qui a été trouvé là, il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs, il y a quelques mois, qui a été surnommé, ah voilà, ça a été surnommé pour une fois le trident de Neptune. En fait, c'est 3 planètes à peu près de la masse de Neptune qui ont été trouvées dans une orbite assez proche, mais qui va jusqu'à l'orbite de Mercure, à peu près là, autour d'une étoile, et aussi une ceinture d'astéroïdes. Donc on a trouvé tout un système très complexe, mais qui rappelle beaucoup le nôtre. Et vous voyez, les masses de ces 3 planètes sont de 10 fois la masse de la Terre, 11 fois et 18 fois. C'est donc des grosses terres, probablement, assez différentes de tout ce qu'on a dans notre système solaire. On n'a pas d'échantillons de ce genre. Et quand elles sont grosses, elles peuvent avoir beaucoup de chaleur interne, capable de maintenir un très gros océan liquide pendant très longtemps. Donc c'est le genre d'objet où on peut espérer trouver la vie. En plus, elle a une distance très favorable de l'étoile, là, puisque l'étoile est un peu plus froide que le Soleil. Alors c'était un exemple. Un autre exemple très récent, ça c'était au mois de septembre dernier. Une nouvelle planète a été trouvée par une batterie de petits télescopes, presque des télescopes d'amateurs, mais sur différents endroits de la Terre, à Hawaï et dans l'Arizona. Et on a découvert une planète qui tourne autour d'une étoile, mais dans un système d'étoiles doubles. C'était pas la première fois qu'on avait un, mais
ce système-là est assez surprenant, et surtout cette planète-là a quelque chose, elle battait un record. Là, c'était la plus grosse qu'on avait. Alors je remontre ce diagramme où on voyait d'un côté la taille des planètes en fonction de leur masse, et on compare du coup ça à Saturne et Jupiter, puisqu'on a la densité de l'eau ici. Et vous voyez cette nouvelle planète, pardon. Voilà où elle se trouve, donc elle était la plus grosse trouvée, à peine plus que Osiris, qui est là. Et vous voyez, c'était le 14 septembre dernier, donc vous voyez, ça va assez vite les informations. Et le 26 septembre, un autre groupe avec des petits télescopes au sol associés avec d'autres télescopes pour mesurer la vitesse radiale et connaître la masse, etc. Un autre groupe découvre le 26 septembre, pardon, une nouvelle planète. De nouveau, on a la taille et là on a la plus grosse planète vraiment très nettement. Et donc on voit que il y a des planètes qui vont être d'une densité, puisque là c'est la densité de l'eau, là c'est un tiers de la densité de l'eau, là-haut c'est même pas un dixième de la densité de l'eau. Donc on tombe dans des objets très 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 gazeux, et peut-être en pleine évaporation aussi. Et en fait 2 avaient été trouvés par ce regroupement, l'autre est ici. Vous voyez la date du 26 septembre, donc le mois dernier on a eu toute une série de découvertes. Une très récente, le 9 octobre, c'est Epsilon Eridani, qui était un système assez excitant parce qu'on savait qu'il y avait un disque de poussière, qu'il y avait plein de structures et on supposait que c'était dû à une planète. Il y avait d'anciennes mesures du balancement de l'étoile, de la vitesse radiale, qui montrent qu'il y a une tendance, mais vous voyez les points c'est un peu quand même chaotique. Et donc ce qui a été fait, c'est que pour la première fois le télescope spatial a aussi mesuré, en plus du balancement d'avant en arrière, le balancement sur le fond du ciel. Donc on avait en 3 dimensions le mouvement de l'étoile. Et l'ensemble de ces mesures-là a donné, là j'écris ce que je viens de dire, donc l'ajout des déplacements astrométriques obtenus avec le télescope spatial donc, a permis de reconstruire complètement l'orbite et confirmer la présence d'une planète. Donc c'est un cas très, très particulier qui est très proche de la naissance des systèmes, puisqu'il y a encore un énorme disque là qui est à peu près de la taille de la ceinture de Kuiper dont on parlait la dernière fois. Là, ça correspond à l'orbite peut-être de Uranus ou Neptune, le trou. Et à l'intérieur de ce trou-là, on a l'orbite d'une planète qui est à peu près, qui tourne en 6,9 ans, donc qui est à une distance à peu près semblable à la ceinture d'astéroïdes, je dirais, ou un peu moins que Jupiter. Et elle a eu 1,5 fois la masse de Jupiter. Et la vraie différence, c'est que l'orbite est très excentrique, c'est-à-dire que la planète, comme je le montrais tout à l'heure, s'éloigne, passe beaucoup de temps loin, puis passe tout près très vite et fait ça. Et ce qu'on sait, c'est qu'en 2007, elle va passer beaucoup plus proche, et à ce moment-là, c'est là où elle est aussi la plus brillante. Donc on pense qu'en fin 2007, on risque de réussir une première image de planète directe aussi. Donc voilà la vision qu'on aurait de cette planète dans le système de Epsilon Eridani. Il y a la planète avec évidemment sans doute des satellites, peut-être des anneaux, pourquoi pas, mais aussi le disque de poussière dans lequel on tourne. Et vous vous rappelez ce que j'ai dit la dernière fois, quand on est dans le plan d'un disque, on ne le voit plus que comme une ligne, et c'est exactement cette vision qu'on a. Ce disque se voit de partout autour de l'étoile. Donc voilà des visions nouvelles, et donc évidemment on se pose la question, à quand les nouvelles terres? Et même au-delà de cette question, mais où sont-ils? Qui est évidemment la question que tout le monde se pose. Et ça sera la prochaine fois. Voilà.